Il y a des jours où l'on se regarde dans le miroir sans vraiment se voir. Des jours où le cœur semble fatigué, non pas d'avoir trop donné, mais d'avoir trop attendu. Attendu de soi-même, attendu des autres, attendu une reconnaissance, qui n'arrive jamais de l'intérieur, seulement par écho extérieur. Et si, malgré tous nos efforts pour s'aimer, quelque chose sonnait faux dans ce mantra moderne? Arthur Schopenhauer, ce philosophe du silence intérieur, nous murmure que ce que l'on appelle estime de soi n'est bien souvent qu'un masque élégant posé sur le visage vorace de la volonté. Cette volonté insatiable qui nous pousse toujours à vouloir plus d'approbation, plus de preuves, plus de sens, mais qui, paradoxalement, nous laisse toujours vides, un peu plus seuls au fond. Selon Schopenhauer, cette fameuse estime de soi n'est pas amour, mais tension. Elle n'est pas enracinée dans l'être, mais dans le désir. Et là réside le piège. Croire que s'aimer, c'est se désirer, se valoriser, se posséder comme un objet à conquérir. Mais que reste-t-il de l'amour quand il devient exigence? Dans ce tourbillon, Nietzsche entre en scène, séparant le monde en deux souffles, celui du nihilisme passif, où l'on accepte le vide comme une fatalité, et celui du nihilisme actif, où l'on fait du vide un point de départ, une renaissance. Car parfois il faut tout détruire, les idées reçues, les images de soi figées, pour pouvoir enfin créer. Non pas s'aimer tel qu'on voudrait être, mais s'accueillir tel qu'on est, dans l'étrangeté, dans l'inconfort, dans l'ombre. Carl Jung, lui, nous invite à faire face à cette ombre, non pas pour la chasser, mais pour la reconnaître. L'ombre, c'est cette partie en nous qu'on cache, qu'on juge, qu'on rejette, mais qui nous regarde patiemment. Et tant qu'on ne l'écoute pas, elle parle à notre place. Elle sabote notre estime, elle murmure nos doutes, elle façonne nos peurs. Alors peut-on vraiment parler d'amour de soi si l'on fuit ce que l'on est? Ce voyage que je vous propose aujourd'hui ne cherche pas à flatter l'ego. Il ne promet pas une paix rapide, ni une lumière aveuglante. Il s'agit d'une descente, lente, profonde, sensible, vers les fondations invisibles de notre être. Ce que nous appelons estime de soi pourrait bien être un mirage. Et si l'amour véritable ne venait pas de se flatter, mais de se rencontrer, de s'asseoir en silence, avec ses blessures, ses contradictions, ses élans inavouables, ce n'est pas un discours sur la confiance en soi, c'est un appel à l'authenticité. Aujourd'hui, à travers Schopenhauer, Nietzsche, Jung, Montaigne et Sartre, nous allons déconstruire les illusions pour faire émerger quelque chose de plus vaste. Une forme d'estime qui ne dépend plus des résultats, mais de la présence. Une estime enracinée dans l'expérience de vivre. Une estime qui ne se regarde pas dans le miroir, mais dans les plis de l'âme. Restez avec moi pour cette traversée. Ce que vous y entendrez ne cherchera pas à vous convaincre, mais à résonner, doucement, comme une voix intérieure oubliée, comme une mémoire que l'on retrouve. Peut-être que ce n'est pas l'estime qu'il faut chercher, peut-être est-ce la vérité de soi. La volonté comme prison, Schopenhauer et la souffrance de l'estime de soi. Il y a en nous une force souterraine, silencieuse, mais implacable, qui pousse, réclame, exige. Schopenhauer l'appelait la volonté. Ce n'est pas la volonté, consciente de celui qui choisit, mais celle plus ancienne, plus viscérale, qui habite chaque battement de notre désir. C'est elle qui murmure « Tu dois réussir, tu dois être aimé, tu dois être meilleur ». Et c'est elle aussi qui nous enchaîne à des attentes toujours renouvelées, comme un animal tournant en rond dans une cage dorée. Lorsque notre estime de soi s'appuie sur ce que nous obtenons, sur les regards que l'on nous renvoie, sur les résultats visibles de nos efforts, alors elle devient otage de cette volonté. Elle n'est plus une présence tranquille, mais une tension permanente. Ce n'est pas une estime, mais une surveillance, une attente, une dépendance, et cette illusion que nous sommes libres parce que nous choisissons. Schopenhauer la démonte. Sans détour, ce que nous appelons choix n'est bien souvent qu'un déguisement élégant pour nos impulsions profondes. Nous croyons nous affirmer, alors que nous répondons simplement à la pression de ce qui nous manque. Mais Schopenhauer n'est pas un cynique. Il voit une issue dans la compassion, non pas une morale, mais une sensation, une capacité à ressentir l'autre et soi-même, au-delà des apparences.
Dans cette douce lucidité où l'on cesse d'exiger, où l'on commence à comprendre. Se regarder avec compassion, c'est lâcher la corde tendue qui nous étrangle. C'est accepter, pour un instant, de ne plus vouloir. Juste être, juste respirer, juste sentir. Et dans ce renoncement doux, quelque chose s'ouvre. Prenez ce moment pour vous demander « Quand ai-je ressenti de la tendresse pour moi-même pour la dernière fois ?» Pas de la complaisance, pas de l'orgueil, mais une vraie tendresse silencieuse, calme, sans attente. La vraie estime de soi ne crie pas, elle n'a rien à prouver. Elle existe dans les interstices de l'être, là où la volonté se tait. Et si cette idée vous touche, si elle résonne quelque part dans un coin discret de votre expérience, alors je vous invite à rester avec nous, à faire partie de ce cercle invisible de personnes qui explorent doucement leur profondeur. Vous pouvez nous le faire sentir, là sous cette vidéo en laissant un mot, un souffle, une trace, pas pour être vu, mais pour se relier. Et peut-être, au fil des commentaires, émergera ce que Schopenhauer appelait une véritable solidarité de l'existence. Reconnaître dans l'autre ce que l'on apprend à accueillir en soi. L'ombre et l'estime de soi, Jung et l'intégration de l'inconscient. Il y a en chacun de nous une pièce fermée, une pièce sans fenêtre, sans lumière. On y jette tout ce que l'on n'ose pas montrer, la colère que l'on tait, les envies que l'on juge, les failles que l'on maquille. Cette pièce, Jung l'a nommée l'ombre. Ce n'est pas un monstre, ce n'est pas une erreur. C'est ce qui, en nous, n'a pas encore été aimé. Et pourtant, c'est de là que vient le trouble. Lorsqu'on veut s'aimer sans reconnaître cette ombre, l'estime devient fragile, instable, creuse. On construit une image de soi lisse, correcte, rassurante. Mais c'est un masque, et un masque finit toujours par glisser. Il suffit d'un mot de travers, d'un regard de trop, d'un échec inattendu, et l'image s'effondre. Parce que ce que l'on a nié revient, et l'ombre, quand elle n'est pas reconnue, sabote. Elle se manifeste dans la jalousie qu'on ne s'explique pas, dans l'irritation soudaine, dans la honte qui surgit sans prévenir. Elle frappe là où ça fait mal, non pour punir, mais pour réveiller. Jung nous propose une autre voie, celle de l'intégration. Non pas un combat contre l'ombre, mais une rencontre. Lui tendre la main doucement, l'écouter, lui laisser une place dans le cercle intérieur de notre humanité. Cela demande du courage, oui, mais c'est le courage de devenir entier, pas parfait, entier. Et parfois, cela commence par un moment de recul, un instant de lucidité. Quand on sent que notre réaction est démesurée, que notre voix tremble plus que de raison, que nos gestes trahissent une blessure ancienne, c'est souvent l'ombre qui parle. Et si, au lieu de fuir, on restait là, à l'écouter, à nommer ce qu'elle tente de dire, chaque pas vers l'ombre est un pas vers la solidité. Plus on la connaît, moins elle nous domine, moins elle nous surprend, et quelque chose de profond, de stable, se construit. Une estime qui ne dépend plus du regard extérieur, mais d'une vérité intérieure. Rappelez-vous ce moment où vous avez reconnu en vous quelque chose que vous auriez préféré ignorer. Ce vertige, ce malaise, mais aussi cette étrange sensation de soulagement. Comme si enfin quelque chose se disait. Voilà où naît l'estime vraie. Non dans la perfection, mais dans l'authenticité. L'intégration de l'ombre ne se fait pas en un jour. C'est une danse lente, souvent maladroite, toujours honnête. Et dans cette danse, c'est l'âme qui retrouve son souffle. Nihilisme actif. Nietzsche et la reconstruction de l'estime de soi. Il arrive un moment où tout ce en quoi nous croyions se fissure. Les règles, les valeurs, les modèles que l'on a suivis depuis l'enfance perdent leur éclat. Ce n'est pas une crise passagère, c'est un tremblement de fond. Nietzsche l'a vu venir, il l'a nommé le nihilisme. Mais là où beaucoup voient une chute, Nietzsche voit une chance. Il distingue deux formes de ce vide existentiel. Le nihilisme passif, résignation douce mais stérile, et le nihilisme actif, élan destructeur mais fertile. Le second est un feu qui brûle les anciens piliers pour en révéler la cendre. Et dans cette cendre, une possibilité. Quand l'estime de soi repose sur des valeurs imposées, réussir, plaire, dominer, produire,
Elle devient rigide, vulnérable. Mais si ces valeurs ne nous conviennent plus, si elles nous oppressent, plus qu'elles ne nous élèvent, alors il faut avec courage les déconstruire, les regarder en face et dire « cela ne m'appartient pas ». Nietzsche nous invite à ce geste radical, détruire non par haine, mais par fidélité à soi, par respect pour la vie intérieure qui demande à respirer autrement. Cette destruction est douloureuse, elle laisse un vide, un vertige. Mais ce vide, s'il est habité avec lucidité, devient un espace de création. L'estime véritable naît quand nous cessons de chercher à répondre aux attentes et que nous commençons à forger nos propres repères. Non pas en réaction, mais en affirmation. Affirmer la vie, disait Nietzsche, même dans sa rugosité, même dans ses paradoxes. C'est dans cette affirmation que naît le surhomme, non pas un être supérieur, mais un être aligné. Celui qui ne triche plus avec lui-même, celui qui transforme sa fragilité en force poétique. Et si vous preniez un instant pour sentir quelles sont les valeurs que vous suivez encore, mais qui ne résonnent plus en vous, qu'est-ce qui, en vous, demande à être renouvelé, réinventé, redéfini? Cette question n'a pas de réponse immédiate. Elle est une graine. Elle pousse lentement. Mais elle pousse. Il est rare d'oser cette reconstruction. Rare de plonger dans l'inconnu pour en faire un foyer. Mais ceux qui le font découvrent une estime qui ne se dit pas, mais se vit. Elle ne brille pas en surface. Elle vibre de l'intérieur. Comme un chant discret, un souffle solide, un pas vers soi. Connaissance de soi et modération. Montaigne est la vertu de l'estime de soi. Il y a dans le regard de Montaigne une douceur qui désarme, une manière d'interroger la vie sans l'accuser, de se questionner sans se condamner. Chez lui, la philosophie n'est pas une armure, mais une chambre ouverte traversée par le vent. Et dans ce vent, une idée précieuse. Connaître soi-même, ce n'est pas se corriger sans cesse, mais s'apprivoiser, lentement, humainement. Pour Montaigne, l'estime de soi ne s'atteint pas par l'exploit, mais par la modération. Ce mot aujourd'hui parfois mal compris n'évoque pas la tiédeur, mais l'équilibre. L'art délicat de ne pas tomber dans l'excès, même de soi. Car s'aimer sans mesure, c'est souvent s'aveugler. Et se juger trop durement, c'est se rétrécir. La vertu pour Montaigne, c'est marcher au milieu, entre orgueil et dévalorisation, entre illusion et oubli. Ce milieu n'est pas statique, c'est une danse, un ajustement perpétuel, une écoute fine de ses mouvements intérieurs. Il nous rappelle aussi que nos vérités sont relatives, que nos certitudes doivent être respirées avec souplesse. Cela ne signifie pas renoncer à toute cohérence, mais accepter que la vie nous façonne, que l'on change, que l'on évolue, et que ce mouvement est aussi digne que la stabilité. Cette reconnaissance du relatif ouvre à une forme de compassion, pour soi, pour les autres. On cesse de juger à partir d'un idéal figé, et l'on commence à voir, à sentir, à comprendre. Dans cette perspective, l'estime de soi devient un compagnonnage. Pas une quête de performance, mais un compagnonnage intérieur. Et cela peut se cultiver dans des gestes simples. Reconnaître une chose que l'on a bien faite, une décision prise avec cœur, un mot juste posé au bon moment. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la reconnaissance. Et la reconnaissance est la racine de l'estime. Prenez le temps de vous souvenir d'un moment où vous avez agi avec justesse, même si personne ne l'a vu. Ce souvenir n'est pas un trophée, c'est un ancrage. Une preuve intime que vous êtes capable de présence, de discernement, de lien vrai avec le réel. Et peut-être que dans ce regard doux sur vous-même, vous trouverez cette forme d'équilibre dont parlait Montaigne. Un équilibre qui ne s'impose pas, mais qui se découvre, comme un sentier dans la brume, comme un murmure de paix au milieu du tumulte. Existence et choix. Sartre est la responsabilité de l'estime de soi. Il y a des instants où l'on sent le poids du monde entier sur ses épaules, et pourtant, rien ne nous retient. Rien, sinon nous-mêmes. Sartre appelait cela une vérité radicale. Nous sommes condamnés à être libres. Cette phrase peut sembler rude, mais elle contient une lumière brutale, presque nue. Elle dit que nous ne sommes pas définis d'avance, pas sculptés par un destin, ni modelés par une essence. Nous devenons ce que nous faisons. Chaque choix est une pierre posée sur le chemin de notre identité.
Mais cette liberté a un prix. Elle nous confronte à l'angoisse, non pas la peur. Vague, mais cette tension intérieure naît de la responsabilité. Car choisir, c'est trancher, c'est renoncer. Et surtout, c'est savoir que nous ne pouvons accuser personne si le chemin nous déçoit. Il n'y a pas de bouc émissaire dans l'univers de Sartre. Il y a soi, entier, cru, vivant. Dans cette perspective, l'estime de soi ne peut venir d'ailleurs. Elle ne peut venir que de la conscience que l'on a de nos choix, de notre fidélité à nous-mêmes. Être authentique, ce n'est pas être parfait, c'est oser habiter ses décisions, même les plus bancales, même les plus fragiles. Dire « oui, j'ai choisi cela, et j'en prends soin, et j'en assume les conséquences ». C'est dans ce geste que naît la dignité intérieure, une forme de noblesse sans couronne, et parfois cela se joue dans le silence, dans ces moments où l'on sent qu'on pourrait fuir, mais qu'on reste, où l'on pourrait mentir, mais qu'on dit, où l'on pourrait plaire, mais qu'on choisit, la justesse. Ce sont ces décisions invisibles qui bâtissent l'estime de soi, non les grandes déclarations, mais les petits engagements répétés. Ressentez, si vous le pouvez, ce moment dans votre vie où vous avez choisi malgré la peur, malgré le doute. Ce moment où vous vous êtes tenu droit, non devant les autres, mais devant vous-même. Ce souvenir est précieux. Il ne brille peut-être pas, mais il est clair. Il dit quelque chose de vous que personne ne pourra vous retirer. Sartre ne nous demande pas d'être des héros. Il nous invite à être vrais. Et cette vérité, même tremblante, est la clé de l'estime profonde. Une estime qui ne s'achète pas, qui ne se construit pas par l'extérieur, mais qui germe dans l'intimité de la liberté vécue, dans le silence lumineux de la responsabilité. La traversée vers une estime de soi authentique. Il ne suffit pas de se dire que l'on s'aime pour que cela devienne vrai. Les mots, parfois, sont des voiles. Ils cachent autant qu'ils révèlent. Mais il y a des instants où, derrière ces voiles, quelque chose de plus dense se laisse sentir. Une vérité silencieuse, enracinée non dans les discours mais dans l'expérience. Et cette vérité, c'est que l'estime de soi ne naît pas d'une simple décision. Elle émerge d'une traversée, d'un voyage intérieur souvent chaotique, parfois lumineux, toujours vivant. Ce voyage, nous l'avons effleuré à travers les voies croisées de Schopenhauer, Nietzsche, Jung, Montaigne, Sartre. Chacun, à sa manière, éclaire une facette de cette construction intérieure. Schopenhauer nous rappelle la tyrannie de la volonté, cette force aveugle qui nous pousse sans cesse à désirer, à attendre, à souffrir. Et c'est dans le refus de cette agitation que germe une première forme de libération. Nietzsche, lui, nous invite à la destruction créatrice, à laisser mourir ce qui ne nous appartient plus pour faire place au vivant, non pas pour fuir mais pour renaître, pour redonner sens, pour affirmer la vie dans ce qu'elle a de plus rugueux, de plus intense, de plus vrai. Avec Jung, nous avons touché du doigt l'ombre, ce territoire que l'on préfère souvent ignorer, mais qui, une fois regardé avec compassion, devient source de puissance tranquille. Intégrer l'ombre, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est devenir entier. Montaigne, enfin, nous a murmuré qu'il n'est de sagesse que dans la modération, dans cette capacité rare à se reconnaître humain, faillible, changeant, mais digne d'attention. Et cette attention, lente, bienveillante, c'est déjà de l'amour. Puis Sartre, et cette liberté qu'il nous tend, presque comme un fardeau sacré. Être soi, c'est choisir, non une fois mais chaque jour, dans les silences, dans les gestes, dans les renoncements. Alors que reste-t-il de l'estime de soi à la lumière de tout cela? Peut-être ceci, elle n'est ni une armure ni une récompense, elle est un lien que l'on tisse avec soi-même, patiemment, à travers les épreuves, les révélations, les contradictions. Une fidélité douce à ce que l'on sent être juste, même quand c'est fragile, même quand c'est flou. Je vous invite maintenant à vous poser une seule question, une question simple mais puissante. Quelle partie de moi ai-je encore peur de rencontrer? Et que se passerait-il si je lui ouvrais la porte, si ces mots ont trouvé un écho en vous, même discret, même hésitant? Alors vous faites déjà partie de cette communauté invisible de chercheurs de sens. Ici, nous n'offrons pas de solution miracle. Nous construisons ensemble des chemins de lenteur, d'authenticité
de présence. Si ce voyage vous a touché, si vous sentez que quelque chose s'est déplacé en vous, même légèrement, alors venez enrichir cette traversée. Partagez, si vous le souhaitez, votre propre histoire dans les commentaires. Racontez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez appris, ce que vous avez osé voir. Et si ce cercle vous appelle, si cette manière d'explorer vous semble juste, alors rejoignez-nous. Abonnez-vous, non pour suivre mais pour cheminer ensemble. Chaque voix compte, chaque regard est une lumière. Et c'est ensemble, dans cette attention partagée, que naît une nouvelle forme d'estime. Une estime sans façade, une estime qui respire, une estime qui relie.